Mon nom, c'est Jonathan Bellil. Je suis un scénariste d'expérience utilisateur et j'ai étudié en cinéma en 97. À l'époque, j'avais ma compagnie dans le web et j'ai appris sur le tas, à vrai dire, à interagir avec des contenus sur Internet, des environnements et des objets interactifs. Donc, très tôt, je me suis intéressé à l'interrelation entre les objets, les humains et les contenus. Et aujourd'hui, à vrai dire, ce que je fais dans la plupart des projets où j'interviens, c'est que je vais scénariser l'expérience utilisateur. Ce que ça veut dire, c'est que je vais sculpter toutes les interactions entre un usager, des contenus et des plateformes. Une plateforme étant un écran, un ordinateur, un téléphone, un environnement interactif ou immersif. Un exemple, un dôme ou un écran qui va réagir à ma présence. Ça peut être aussi dans un cinéma où est-ce que je regarde une expérience et je peux interagir avec un objet sur ce que je vois. Un cinéma interactif. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne en ce moment. Donc, dans les grands rôles clés que j'ai à jouer, c'est il faut que je m'arrange en tant que planificateur ou concepteur pour penser à tous les contenus qu'il y a dans une expérience. Tout atomiser le plus possible chaque élément narratif ou pas d'une expérience. Donc, je vais prendre un scénario d'un film puis je vais l'exploser. Je vais dire de quoi ça parle, ça parle à quelle culture, c'est dans quel ton. Je vais vraiment explorer toutes les possibilités d'association de ces contenus-là. Je vais le taguer finalement. Donc, je suis quelqu'un qui va exploser le contenu puis qui va lui ajouter des mots-clés. Je vais lui ajouter des significations que le scénariste initial n'a pas pensé. Je vais le rendre non linéaire. Et le rendre non linéaire, c'est pour permettre après ça de créer des règles d'association. Parce que le but sur le web ou dans une expérience interactive, c'est de laisser l'usager quand même un peu libre d'associer comme il veut les choses. Ou plutôt, de le découvrir comme il veut. Peut-être que le contenu qu'il y a à découvrir est limité, mais il y a peut-être 6 chemins pour le découvrir. Et donc, il faut que je laisse l'usager de choisir le chemin. Il ne faut pas que je le force. Comme une narrativité, souvent, ça va l'obliger à suivre un sentier. Moi, je vais lui dire, il y en a 3 sentiers. Puis selon comment tu feels, tu vas suivre lui, lui ou lui. Ou il peut changer entre. Ou il peut changer entre, si son mood il change ou si d'autres conditions changent. Un exemple, dans une expérience interactive, ça se peut que s'il y a beaucoup de monde dans la pièce, l'expérience va changer. Ça se peut que l'image en mouvement qui est sur l'écran, s'il y a 10 personnes devant l'écran, c'est plus la même que s'il y a une seule personne. Puis il n'y a pas de son quand il y a une personne toute seule, puis il y a du son quand il y a plusieurs personnes. Donc, le côté sensoriel devient important maintenant dans le web. Parce que, je vais essayer de faire un retour en arrière. Le web a commencé par lier des documents entre eux. Donc, c'était une grosse base de données où est-ce que les gens mettaient leur PDF, leur Word, tous leurs fichiers images, puis essayaient de toutes les stocker sur Internet. Ensuite, il est arrivé une phase d'architecture où est-ce que les gens ont commencé à se taguer entre eux. Donc, on a commencé à s'auto-définir nos relations, à dire « t'es mon ami »,« toi, t'es ma copine »,« toi, t'es un copain d'affaires ». Tout est un copain d'affaires avec qui on a eu une brosse ensemble quand on était jeunes. Donc, on a commencé à exploser nos relations, mais on les a documentées. On a commencé à se documenter comme des objets d'information. Puis ça a créé ce qu'on appelle un social graph. Ce qui se passe avec le social graph ou le graphique social, c'est qu'on étend les possibilités du web. Puis ça rouvre d'autres portes. Ça rouvre les portes du web sémantique, qui est des machines, finalement, comme des ordinateurs, qui vont commencer à comprendre le contexte de ce qu'on écrit et qui vont commencer à nous proposer des choses en contexte à ce qu'on demande. Donc, l'objet communicant, disons mon téléphone, je vais lui montrer une photo d'un livre. Il va lire le contenu qu'il y a dans le livre. Il va me dire, j'ai trouvé 2 autres livres qui parlent de ça. Il va comprendre de quoi le livre traite juste en lisant un peu la phrase. Puis il va me référer 2 amis aussi qui ont lu ce livre-là, qui ont les mêmes intérêts que moi. Donc, le sémantique va aider à faire des mises en relation ou plutôt va les accélérer. Une autre extrapolation du web qui se passe en ce moment, c'est le web, c'est pas vraiment du web, c'est la réalité augmentée. C'est la transposition dans le monde physique de glyphes ou de marqueurs visuels. Ça veut dire, je vais porter sur moi un objet visuel qui est reconnu par une caméra. Et la caméra va remplacer ça par une vraie image dans un monde virtuel. Donc, je passe devant un écran avec un chandail ou un symbole qui pend à mon cou. La caméra capte ça et elle remplace ça par une armure. Donc, tu as une capacité incroyable. Quand j'étais allé à Barcelone, il y avait un festival sur le cinéma augmenté où est-ce que les gens avaient des scènes en mouvement sur eux.
Donc, il y avait un écran qui était projeté. Les gens arrivaient devant l'écran et la caméra captait les petits symboles qui leur avaient été donnés. Donc, il y avait des gens qui avaient des épées, il y avait des gens qui avaient des armures, il y avait des gens qui avaient des chapeaux. Donc, quand tu portais le symbole, peu importe où tu le portais, la caméra remplaçait ce petit symbole-là par l'image en mouvement ou le symbole virtuel. C'est encore à l'étape très prototypale, mais il y a beaucoup d'expérimentation dans ce domaine-là en ce moment. Donc, la réalité augmentée, ce que ça fait, c'est que ça fait sortir le web des écrans. Puis on devient immersif. Donc, le cinéma peut devenir immersif, voire participatif. Je peux avoir un exemple, quelqu'un qui a le symbole, quelqu'un qui a un symbole comme ça, puis quelqu'un qui a un autre symbole qui se rencontre. Moi puis toi, on se rencontre dans un party, il y a un écran. Sur l'écran, les deux objets qui apparaissent, ils se parlent entre eux en plus, parce qu'ils se reconnaissent. Donc, il y a comme un double film qui se passe. Notre conversation et simultanément, les objets dans l'écran commencent à se parler parce qu'ils sont à proximité puis ils disent « Hey, t'es là! » Puis là, nous, on assiste à ça comme crédule. Ah ouais. Donc, l'idée du cinéma augmenté, c'est aussi de dire la réalité augmentée, c'est juste une propagation, on va dire, des idées que le web, ça ne restera pas dans les écrans. Puis, bon, pour faire un retour, on va dire, à mon rôle, c'est de penser à la possibilité de ça en restant, un exemple, rentable. Le contenu doit être disséminé socialement. Donc, il faut que tu atomises ton contenu. Il faut que tu rendes ton contenu découvrable par plusieurs usagers puis que tu laisses assez souplement l'usager le distribuer. C'est sûr que c'est compliqué avec les droits d'auteur et tout, mais il faut que vous soyez créatif. C'est là, je trouve que le bat blesse le plus, c'est que les gens ne libèrent pas assez les contenus. Free data, c'est un concept qui doit être compris par les producteurs. Ça va amener beaucoup de trafic à votre site. Et c'est par le trafic puis l'affiliation des liens que vous allez faire de l'argent. Le modèle publicitaire actuel fonctionne, mais il est en train de mourir. Définir les règles au départ, donc impliquer un scénariste au moment où vous faites la scénarisation de votre film, pas après, va faire en sorte qu'il va vous poser les bonnes questions avant. Faire du reverse engineering, je veux dire, c'est ça que je fais depuis 10 ans, c'est compliqué puis ça ne prévient pas les risques. Votre contenu bouge. Donc, faire un inventaire de contenu, je pense que c'est une des plus grandes garanties de succès pour un producteur, c'est vraiment faire un bon inventaire de contenu, de votre scénario, de votre dépouillement. Prenez tout en note. C'est vraiment utile pour un scénariste d'avoir un inventaire de contenu. La plupart n'en ont pas. Et si j'en avais un, je serais vraiment tout le temps heureux. Donc, ça, c'est mon troisième point. Mon quatrième point, ce serait qu'un scénariste travaille en équipe dans l'interactif. Donc, il ne travaille pas tout seul. Donc, c'est quelqu'un qui pose des questions puis qui vit des batailles créatives. La bataille la plus fréquente, c'est la bataille entre l'usager, l'ego du designer visuel et les objectifs d'affaires du producteur. C'est une bataille qui doit être... Il doit avoir un seul gagnant, c'est l'usager. Parce que c'est l'usager qui va partager ton contenu puis qui va en parler. C'est lui ta force. Fait que c'est possible de ne pas frustrer ton usager en lui donnant ce qu'il a besoin pour découvrir et parler de ton contenu. Et je te dirais qu'en cinquième lieu, c'est que les plateformes qui deviennent de plus en plus éclatées maintenant, il ne faut plus les voir comme des écrans. Il y a beaucoup de monde qui parle de la théorie des 4 écrans, tout ça. Je dirais, voyez-le en espace, en contexte. Le contenu, il va être vu en contexte. Un exemple, tu fais un film, il doit être vu dans un écran de cinéma. OK, mais peut-être que tu peux penser ton film, mais qui va être vu dans une personne cachée dans son grenier avec un cellulaire. Est-ce que ça va être la même portion du film? Non. Donc, c'est quand même partie de la même narration, mais c'est un segment de l'histoire qui doit être consulté tout seul dans un grenier, dans le noir, sur un téléphone. Et ça a été pensé pour ça. Donc, l'idée, c'est d'aider les gens à atomiser leur contenu, mais pas juste atomiser, c'est de les présenter sur des écrans ou des contextes. Peut-être un jour, ce ne sera plus des écrans, ça va être des hologrammes ou je ne sais pas. Mais c'est d'aider les producteurs à voir leur film, non pas juste sur un écran où est-ce que les gens sont assis comme ça, mais qui sont en train de parler à quelqu'un d'autre. Et que le film est sur mon épaule. Et toi, le film que tu regardes, c'est quelqu'un qui me parle là. Et moi, ce gars-là, il parle à ce gars-là là. Donc, le film se passe entre moi et toi pendant qu'on se parle. Et ça, c'est un contexte. C'est dur à expliquer sur un écran, là. Donc, penser en forme de contexte, aider les producteurs à voir leur contenu éclaté, c'est un peu mon cinquième grand rôle. Je sais pas si c'est assez abstrait. Oui. C'est assez abstrait? C'est bon. Ça marche, super.